Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de Mégaphone, un média étudiant détonnant. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de plusieurs collectifs qui ont un objectif en commun, la lutte contre l'utilisation des pesticides. Sur le marché devant le théâtre Sébastopol, les commerçants commencent à remballer leurs marchandises. Eux, qui s'étaient un peu dispersés pendant le marché, se regroupent, font le bilan de leur matinée. En tout cas, ils en repartent les mains presque vides, ayant distribué tous leurs tracts. Eux, ce sont les représentants de plusieurs collectifs qui luttent conjointement contre l'utilisation de pesticides. Cancer Colère, les Amis de la Confédération Paysanne, Génération Future et Greenpeace, 4 organisations, 4 histoires, 4 fonctionnements différents, mais au moins une idée en commun, celle qu'on ne peut plus préférer l'agriculture intensivement toxique à la santé, celle qu'on ne peut pas contaminer la population qu'on prétend nourrir. Parmi ces collectifs, il y a donc Cancer Colère que Nancy Lichitra nous a présenté. Le collectif Cancer Colère a été créé à l'initiative de Fleur Bretto quand elle a appris que la loi du plomb allait être mise en place. Une loi qui autorise de nouveau des pesticides qui ont été interdits et des pesticides qui sont toxiques, donc la toxicité chronique pour la vie, la biodiversité, donc qui tue aussi bien des abeilles que crée des maladies, notamment chez les enfants. Donc c'est l'acétamipride. On a participé au développement de la pétition contre la loi du plomb qui est arrivée à plus de 2 millions de personnes et qui a fait que cette loi a été rediscutée. Même si M. Duplon a décidé d'en faire une deuxième, qu'on a des propositions européennes qui ne sont pas du tout bonnes pour nous. Je pense à la loi Omnibus et Mercosur, voilà, qui met en danger nos paysans français, nos bons paysans français, ceux dont on a besoin, ceux qui sont aussi les premiers concernés par les maladies liées aux pesticides, Parkinson, divers cancers. Voilà, on est un collectif de malades, d'ex-malades, d'aidants, de personnes qui s'intéressent à la vie, à ce qu'on en fait, à leur famille, à leurs proches, aux autres, voilà, de chercheurs, parce qu'on s'appuie sur des chiffres, on a des sources précises pour dire nos chiffres, et on souhaite avoir un poids sur les décisions politiques en amont, c'est-à-dire que faire parler les malades ou ceux qui ont vécu la maladie pour dire voilà, vos lois elles créent ça, les traitements rendent les gens comme ça et on veut pas que nous on s'est battu pour ça, maintenant on se bat pour que ça n'arrive pas aux autres. Quand est-ce que vous êtes engagé précisément dans le collectif ? Je me suis pas engagée tout de suite dans le collectif parce que en juin, juillet, j'ai eu une ablation du sein. Donc égoïstement, je pensais à moi et je pleurais dans mon coin. Donc quand j'ai vu Cancer Colère, quand j'ai vu que la loi du plomb avait été adoptée, j'étais très en colère. J'ai fait une vidéo où je pleurais ma colère, qui a été relayée par La Voix du Nord. Et voilà, je me suis intéressée davantage à l'écologie. Toutes les associations qui s'intéressent à la vie, au bien-être, à la biodiversité. Et là, j'ai vu Cancer Colère et je me suis dit, Nancy, c'est ton moment. Fais quelque chose de ta maladie. Voilà. Donc au début, vous ne voyez pas forcément votre maladie comme une chose politique ? Non, je n'ai pas pensé. Je pense qu'on est tellement assommés. On est assommés par l'annonce, on est assommés par les médicaments. Et je trouve que Fleur Bretto a un courage énorme parce qu'en étant en traitement, se battre de cette manière, vraiment chapeau, parce que moi, après certaines chimios, je ne pouvais pas bouger. Donc. C'est quoi les actions du collectif ? Alors, on a diverses actions. On relaie des informations concernant l'augmentation des cancers, des actions en termes d'environnement. On participe à des manifestations avec, pareil, des diverses associations. C'est quoi toujours les Amis de la Conf, Greenpeace, Génération Future, on a la MRES, Terre de Liens. Le COADEP. Oui, voilà. Et en fait, on fait aussi, notre but aussi, c'est de politiser la maladie, de ne plus avoir honte, et que la honte, elle change de camp, parce qu'on est face à des politiques de tous bords qui pensent
à leur propre bien et pas au bien de la société. Et ça, ça nous met en colère. Et cette colère, il faut qu'elle soit constructive. Le monsieur que vous venez d'entendre, c'est Loïc Vanille, également militant en cancer colère. On lutte pour nous, on lutte pour les gens, on lutte pour le futur. Et cette colère, on la transforme. Voilà. Et le but, c'est aussi que cette lutte entre nous, avec les malades, les ex-malades, et il faut aussi qu'elle soit joyeuse, il faut qu'on prenne soin de nous. Et voilà, on ne lâchera pas tant que l'agrochimie, les agro-industriels feront des profits pour eux et qui ne penseront pas aux gens, quoi. Et on ne lâchera pas non plus les politiques. Le coût du cancer en France pour la sécurité sociale, c'est 27 milliards d'euros. C'est quand même un chiffre assez conséquent. Et les Bayer et les BASF aussi, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils font des pesticides. Donc ça, on le sait tous, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'ils font aussi les traitements contre le cancer. Et donc en fait, ils font le poison, ils font le médicament. Donc voilà, c'est quand même assez édifiant. Et en plus, ces médicaments, ils sont pas du tout réglementés. Donc c'est vraiment nos corps qui sont en fait un objet, un bien, et voilà, ils se l'accaparent. Donc voilà, c'est assez édifiant. On lutte aussi contre les inégalités sociales et pour l'accès aux soins de tout le monde, parce que voilà, c'est très bien. Moi, je suis originaire de Lille. Mon lymphome, il a été traité à Saint-Vincent, en hémato, avec un super groupe. Mais voilà, il y a des gens qui n'ont pas du tout l'accès aux soins, qui sont loin, qui doivent se déplacer, qui n'ont pas des centres de référence à côté de chez eux. Donc voilà aussi, l'inégalité, elle est là aussi, l'inégalité sociale, on lutte là-dessus. Il faut savoir que, alors avant, tout était pris en charge. Maintenant, on a la chance d'avoir des taxis et de très bons soins. La recherche, notamment ici à Lille, au Col, il y a eu des nouvelles lois au niveau de la sécurité sociale. Donc chaque examen coûte 2 €, en pharmacie c'est 1 €, le taxi c'est 4 €. Donc quand on est atteint d'un cancer, après une chimio, on ne peut pas aller travailler, donc on est en arrêt, donc il y a une perte de salaire qui est quand même immense. Moi j'ai perdu 700 € de salaire, et encore je suis dans la fonction publique, donc je pense que j'ai de la chance, et on doit payer. Écoutez, moi j'ai une facture de tous mes passages, quand j'ai pris le taxi, parce que je ne pouvais pas faire autrement, et 4 € par prise de taxi, 2 € par examen. J'ai une petite facture d'une 50aine d'euros. Quand on perd de l'argent, c'est compliqué, surtout qu'il y a tout ce qui est paramédical, on n'en parle pas. Mais moi aujourd'hui, mes pieds sont secs, extrêmement secs, j'ai des cassures, ils sont fissurés, donc je dois mettre de la crème, je dois acheter de la crème. J'achète cette crème en pharmacie qui coûte assez cher, qui fonctionne bien, mais voilà, il faut que j'en mette un peu plus maintenant, 2 fois, 3 fois par semaine. Donc ça coûte. Ma mère m'a même payé des savons sur gras, parce que j'ai encore la peau sèche, 7-8 mois après les chimios, donc c'est une maladie qui coûte à l'assurance maladie, mais qui coûte aussi énormément aux patients. Et ceux qui ne peuvent pas payer vont perdre leurs ongles, vont souffrir davantage. Et je remercie tout ce qui est les ERC, les espaces ressources cancer, par exemple. On peut faire de la sophrologie gratuitement, il y a des espaces bien-être, tout ça c'est gratuit. On peut demander des aides aussi, mais il faut savoir que ça coûte extrêmement cher d'être malade. Ça coûte moralement, ça coûte physiquement, ça coûte financièrement. C'est pour ça qu'on se bat, parce qu'on sait ce que c'est et on ne veut pas que les autres l'aient. Voilà. Est-ce que vous militez aussi pour que l'État reconnaisse sa responsabilité dans la maladie et prenne plus en charge certaines choses? Est-ce qu'ils reconnaissent déjà Non, ils reconnaissent pas du tout leur culpabilité déjà. Même on le voit, on a fait une conférence, on a participé à une conférence, et là c'était alors dans le Nord il y a des cancers parce que les gens fument et boivent. On nous vend l'alcool, on nous vend les cigarettes. Arrêtons de vendre alcool et cigarettes si on sait que ça tue, si on sait que ça crée des cancers. Et on fait la même chose avec les pesticides. Donc on nous dit que c'est de notre faute, mais non, en fait, on autorise ces ventes-là et arrêtons. Oui. Arrêtons ça. Non, de toute façon, le gouvernement ne reconnaîtra jamais ses erreurs. Et puis, de toute façon, c'est les lobbies de l'agro-industrie qui ont la main mise sur le pouvoir. Je pense que c'est eux qui choisissent maintenant. Oui. Donc, nous, on sait qu'ils sont responsables. Maintenant, on le dit aux gens. Et ça va finir par
se savoir de plus en plus et les gens réagiront. Et est-ce que vous envisagez d'attaquer l'État en justice ou est-ce que c'est compliqué? J'imagine qu'il faut des ressources. Je voulais le faire quand j'ai été interviewée par La Voix du Nord. J'avais dit il faut des pétitions, c'est trop gentil, il faut attaquer l'État en justice pour homicide volontaire. Je voulais aller là, donc j'ai contacté un avocat qui m'a dit que seul je ne pouvais rien faire, il fallait être porté par une association. Donc ça risque d'arriver un jour, peut-être. Ok, pour l'instant c'est pas forcément à l'ordre du jour, mais... C'est en réflexion. Okay. Il faut trouver comment faire. Mais il risque d'y avoir du monde dans le tribunal parce que sous la vidéo, donc celle-ci a eu 500 000 vues, il y a je sais pas combien, des milliers de commentaires et j'ai pas pu tout lire parce que j'étais malade encore à ce moment-là. Mais en tout cas, tout ce que j'ai lu, c'était je signe avec vous, moi aussi je porterai plainte. Parce que les gens sont conscients de ça et les gens pensent à leur avenir, leur enfant, la planète. On fait une autre action aussi, c'est qu'on prend des témoignages. C'est-à-dire que toutes les personnes qui souhaitent témoigner peuvent écrire à Cancer Colère. Donc il y a une adresse spéciale, témoignagecancercolère@proton.me. Ils peuvent nous écrire et nous on regroupe comme ça divers témoignages parce que on peut se rendre compte parfois que dans une ville, il y a 3 personnes qui ont un cancer du pancréas et on peut s'interroger et du coup aller... pourquoi pas faire des enquêtes et réfléchir à pourquoi dans cette ville 3 cancers du pancréas autour d'un champ par exemple. Voilà. Donc on prend aussi des témoignages. Justement dans les enquêtes, est-ce que vous faites appel à des chercheurs? On s'appuie de toute façon toujours sur des chercheurs. On a des universitaires dans le collectif. Et puis on a aussi nos camarades de génération future qui sont experts là-dedans. Et de toute façon tous les chiffres qui sont et qui sortent sur nos différents supports de communication, ils sont tous sourcés, vérifiables. Ça fait partie aussi de notre charte, c'est qu'il faut lutter aussi contre la désinformation parce qu'on est face à des lobbies qui essayent de noyer dans des chiffres et que plus personne ne s'en rende compte et comprenne. Et c'est la meilleure façon de désinformer les gens. Donc là, il faut avoir des chiffres très précis. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas lâcher. En plus, quand on entend Pascal Praud qui encense le glyphosate, j'imagine que ça doit être une source de colère en plus. Oui, forcément, c'est une colère extrême. C'est même une colère extrême de voir que dans tout un parti, on vote pour des lois qui sont mortifères. Enfin, c'est à se demander s'ils connaissent des malades en sachant les effets d'une chimio. Je la souhaite à personne et je me dis pourquoi voter des lois qui peuvent donner des maladies graves et en plus là on parle sur l'acétamipride de maladies graves aux enfants. Donc forcément ça nous met en colère parce que même quand on tracte et que des gens disent on s'en fout, alors de la colère et de la déception. Mais par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on n'est pas résignés. Parce que c'est ce qu'ils cherchent à faire en nous disant non, de toute façon, on a entendu tout à l'heure une personne qui nous a dit de toute façon, on ne peut pas rien faire. Moi, je lui ai dit bien sûr que si. Si tout le monde se met à penser qu'on peut faire quelque chose, on pourra le faire. On l'a démontré avec la pétition de millions de personnes. Il y a une loi qui a été rediscutée. Alors, il faut se mobiliser davantage, il faut y croire. Et moi, je crois aux nouvelles générations et on va y arriver. Nous avons également rencontré Simon Bernier qui nous a présenté le collectif des Amis de la Confédération Paysanne. On a un collectif, une association qui a été créée pour venir en aide et en support au syndicat de la Confédération Paysanne. Donc il y a une trentaine d'années, suite au démontage du McDo par José Bové, la Confédération Paysanne était ensevelie sous un tas de procès avec des amendes à payer. Il y a eu un engouement citoyen pour venir les aider puisque c'était un sujet qui était porteur quand même dans la société française. Et la Confédération Paysanne ne pouvant pas recueillir de donations privés a été créé donc les Amis de la Confédération Paysanne qui ont donc pour objectif de récupérer des fonds pour venir en soutien mais aussi apporter une aide logistique maintenant et une aide humaine sur des actions où on nécessite un petit peu de bras. Et vous, pourquoi vous avez intégré le collectif et quand ? Alors moi j'ai intégré le collectif maintenant il y a 3 ans. Parce que moi, le projet politique de la Confédération Paysanne me parle à tout niveau. Donc c'est un projet qu'on
pourrait qualifier à mon sens d'intersectionnel, dans le sens où on défend une agriculture paysanne mais pas que, il y a tout un projet de société qui va avec voilà, un travail autour notamment de la sécurité sociale de l'alimentation qui est important pour moi. Donc rendre accessible au plus grand nombre une alimentation saine et durable pour tous. Que ce ne soit pas réservé à une élite qui a des moyens financiers, mais que ça puisse être aussi accessible à des gens de quartiers populaires, etc. Et puis après, il y a aussi le côté entraide avec les populations les plus impactées par le capitalisme, alors que ce soit en France, mais aussi à l'étranger, puisque la Confédération paysanne fait partie du syndicat Via Campesina, qui est donc un syndicat international qui regroupe tout un tas de petits syndicats paysans à travers le monde. Voilà, donc il y a cette notion aussi de solidarité avec les paysans du monde entier. Et c'est aujourd'hui quand même les paysans dans le monde qui nous font manger. C'est pas l'agro-industrie, contrairement à ce qu'on peut penser, qui produit le plus d'alimentation. L'agro-industrie nous pollue plus qu'autre chose. Est-ce que vous attendez des maires de France sur ces sujets-là? Alors sur ces sujets-là, les maires de France ont beaucoup de choses sur lesquelles ils peuvent intervenir. Il y a l'alimentation au niveau des collectivités locales, les cantines, donc aussi bien dans les EHPAD que dans les écoles. Là, on pourrait très bien imaginer des collaborations avec les paysans du secteur pour le manger bio. Je parlais de la sécurité sociale de l'alimentation. Il y a déjà des expérimentations dans certaines villes qui sont créées. Je pense que l'appui d'une municipalité peut créer une dynamique importante à ce niveau-là. Puis après, l'eau qu'on boit, quand même, là, je pense que les maires et les municipalités ont une possibilité d'action importante. Donc c'est important de se mobiliser au niveau local et national sur ces sujets. Nous avons aussi pu discuter avec Judith Louillot, elle est médecin généraliste à Villeneuve d'Ascq et aujourd'hui elle représentait le collectif Génération Future. Donc moi je représente Génération Future, qui est une association qui existe depuis 30 ans et qui dénonce les effets néfastes des pesticides de synthèse sur l'environnement et sur la santé et qui promeut les alternatives aux pesticides, comme cette semaine au cours de la semaine pour les alternatives aux pesticides. Oui, justement cette semaine elle consiste en quoi et c'est quoi vos actions à ce moment-là? C'est plein d'événements pour dénoncer le danger des pesticides de synthèse avec des effets avérés, des liens avérés entre l'exposition aux pesticides de synthèse et certaines pathologies, par exemple en milieu professionnel, la maladie de Parkinson, le lymphome, les enfants qui vivent, dont les parents ont été exposés aux pesticides de synthèse, notamment les femmes pendant leur grossesse, ils ont plus de leucémie aiguë et de tumeurs du tronc cérébral. Donc pendant cette semaine des alternatives aux pesticides, on dénonce ça et on promeut les alternatives aux pesticides. On dit que l'agriculture biologique c'est possible, ça peut nourrir le monde, mais simplement il faut vraiment une volonté politique forte pour la mettre en place. Il faut des moyens, il faut aider massivement les agriculteurs, mais c'est nécessaire si on veut protéger notre eau, notre santé à long terme et les générations futures. Et est-ce que justement ces malades du fait des pesticides, est-ce qu'ils sont reconnus comme tels ou est-ce qu'ils ont une reconnaissance de l'État? Oui, il y a certaines, par exemple pour les enfants, il y a par exemple le bec de lièvre, enfin les fentes labopalatines, les leucémies aiguës et les hypospadias, c'est une malformation génitale, et également les tumeurs du tronc cérébral. Il y a eu un fonds d'indemnisation qui va indemniser les enfants dont les parents ont été exposés aux pesticides. Donc effectivement, ce sont vraiment 4 pathologies qui sont reconnues comme étant liées aux pesticides de synthèse. Et il y a l'équivalent chez les adultes pour les agriculteurs. Quand on a une maladie de Parkinson, par exemple, ou un lymphome, on peut être reconnu si on a travaillé en milieu agricole comme victime des pesticides de synthèse. Et dans les alternatives, qu'est-ce que votre collectif met en avant? Notre association, elle met en avant les succès de l'agriculture biologique pour nourrir nos concitoyens et pour également tous les services rendus à l'environnement. C'est-à-dire que quand on cultive en biologique, on protège les abeilles, on protège l'eau, on protège l'air, on protège les sols et on protège la santé humaine. Aujourd'hui, vous avez tracté, j'imagine que c'est quelque chose que vous faites souvent. Est-ce que
vous recevez de l'hostilité de la part de certaines personnes? Est-ce qu'il y a Non, des... alors on ne reçoit pas d'hostilité, parfois plutôt du pessimisme ou de l'aquaboniste en disant que les lobbies sont très puissants. Mais nous pensons que les gens sont de plus en plus sensibles à ces causes. Il y a en plus de cancers, vous savez que maintenant il y a une femme sur 8 qui a un cancer du sein. Et donc les gens prennent la mesure de l'effet néfaste des pesticides et de tout l'environnement chimique qui nous entoure et ont de plus en plus envie que ça change. Et c'est maintenant une lutte qui est complètement transpartisane et transpolitique. Et juste vous, à quelle occasion, enfin pourquoi vous êtes engagé dans ce collectif? Moi, je suis médecin généraliste sur la métropole lilloise et j'ai vraiment la conviction intime que les polluants chimiques auxquels on est exposé sont néfastes pour notre santé, qu'ils engendrent un coût massif au niveau de l'assurance maladie et que de la même manière qu'il y a le dépistage pour le cancer du sein, qu'on dépiste le cancer du côlon, qu'on aide les gens à arrêter de fumer, qu'on aide les gens à arrêter de consommer de l'alcool, on doit vraiment aider les gens à arrêter de s'exposer aux pesticides de synthèse comme aux autres polluants. Okay. Et est-ce qu'en tant que médecin, vous avez remarqué une recrudescence des cancers, par exemple? Alors moi évidemment c'est à l'échelle de mon cabinet, si vous voulez, mais je suis frappée par le nombre de femmes de 50 ans qui ont un cancer. Enfin tous les mois j'ai une nouvelle femme qui va avoir un cancer du sein par exemple. Et ça moi ça me frappe. Est-ce que ça a été un peu un déclencheur dans votre engagement ou c'était déjà... Non, c'est pas un déclencheur parce que du fait de moi ma sensibilisation elle date de 2005 et une intime conviction qui est renforcée par toutes les études qui sortent de plus en plus et qui mettent vraiment en évidence un lien de présomption fort entre l'exposition aux pesticides de synthèse et l'apparition de certaines maladies. Maintenant on n'est plus dans le doute, c'est une certitude. Ok. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé en 2005 de vous engager? Est-ce que parce que comme j'étais médecin, je voulais entre guillemets faire quelque chose pour l'environnement et j'ai trouvé que le fait d'être médecin, les pesticides c'était vraiment à l'interface entre l'environnement et la santé. C'est pour ça que j'ai choisi cette cause. Il y a d'autres causes tout aussi nobles, mais moi simplement j'ai choisi celle-là. Voilà. Et enfin, on a aussi rencontré Bernard Aignon, engagé au sein du groupe local de Greenpeace. Je suis militant à Greenpeace depuis 1999. J'étais référent pour la protection des forêts anciennes. Et là, tout doucement, j'ai pris conscience qu'on faisait des grandes coupes en Amazonie, qu'on remplaçait ces coupes par l'élevage du bœuf, forcément nourri avec des aliments génétiquement modifiés ou avec des pesticides, qu'on faisait de l'élevage de poulets, nourri avec du soja traité par des pesticides, qui nous arrive en France et qui est moins cher que le poulet ordinaire qui vit comme ça. Alors à Greenpeace, forcément, c'est la campagne agriculture. Je parlais des forêts, du coup les forêts, elles sont forcément liées à l'agriculture. L'agriculture, l'agriculture industrielle en particulier, elle répand une alimentation qui nous empoisonne. Intérêt quand on soigne et qu'on... Exactement. Alors, je vais élargir la question du cancer. J'ai un exemple très précis dans ma famille, un beau-frère qui était viticulteur, qui a arrosé de pesticides pendant 15 ans les vignes. Eh bien, écoutez, on parle beaucoup d'argent, mais à combien ça coûte les soins? Eh bien, écoutez, cette personne, mon beau-frère, il est en fauteuil roulant, il a un traitement. Écoutez bien, je reprends les chiffres qu'il m'a livrés dernièrement. 16 050 € tous les 28 jours. Ça fait 208 000 € par an. Alors, c'est indirectement la société qui paye par le biais de la MSA. Il lui a fallu un combat terrible pour être reconnu comme maladie professionnelle. Alors ça, sans compter tout ce que ça coûte au niveau de la famille, le fauteuil roulant, la rente de maladie professionnelle 2 000 €, etc. etc. Parlons sérieusement des chiffres. Effectivement. Du coup, je reviens à mon expérience à Greenpeace, protection des forêts, et on s'aperçoit aussi que c'est en France. On fait des coupes rases de la forêt, on remplace ça par du conifère pour la rentabilité. Dans le conifère, on est obligé de traiter parce qu'il y a la scolite.
Donc voilà, le tour est joué pour tout ça, pour avoir du bois plus rentable. Voilà. Alors avec Greenpeace, ça fait depuis l'origine de la semaine aux alternatives aux pesticides, on agit avec Génération Future. Mais là, pour nous, c'est vraiment, j'ai employé le mot joie, la joie de pouvoir nous associer à différentes associations et en particulier Colère Cancer. Cette interview touche à sa fin, merci à vous de l'avoir suivie. J'aimerais évidemment remercier toutes les personnes qui sont intervenues. Merci à Nancy Lichitra et Loïc Vanny pour Cancer Colère, Simon Bernier pour les Amis de la Confédération Paysanne, Judith Louillot pour Génération Future et Bernard Aignon pour Greenpeace. Merci pour le temps qu'ils m'ont consacré alors qu'ils tractaient depuis plusieurs heures. Merci pour leur humanité, leur bienveillance et leur patience. Merci pour leur combat et leur espoir qui ont atténué ma peur de grandir dans un monde qui brûle. À très vite sur Mégaphone.